Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais préciser que la foire aux questions, c'est le résultat d'un projet en mobilisation des connaissances et non d'un projet de recherche. Et puis la présentation s'adresse d'abord et avant tout aux conseillères et aux conseillers en santé et sécurité du travail. Je vais vous présenter l'origine du projet, la démarche qui a été suivie, puis on va faire un survol du contenu de la foire aux questions. Donc, je vais vous présenter un aperçu de la structure et vous fournir quelques exemples. Voici un portrait des émissions de gaz à effet de serre par secteur économique au Canada. Le secteur des transports est responsable de 22 % des émissions et on comprendra que l'électrification des transports, c'est un moyen finalement pour arriver à contribuer à réduire les émissions. La majorité des véhicules 100% électriques sont alimentés par des batteries de technologie lithium-ion. Il s'agit d'une technologie qui offre une bonne densité d'énergie, c'est-à-dire une bonne autonomie pour le véhicule, est capable aussi de supporter de nombreux cycles de charge et de décharge, puis est somme toute assez sécuritaire. Quoique peut-être certains parmi vous avaient déjà vu passer dans les médias certains événements catastrophes d'incendies destructeurs très intenses qui ont pour origine les batteries lithium-ion. Je vous donne un exemple. La boutique de vélos électriques, d'entretien vélo électrique à New York, qui a littéralement été dévastée à la suite d'un emballement thermique qui a pris naissance dans des batteries lithium-ion de vélos électriques. Et tout le bâtiment, en fait, a été dévasté. C'est ce genre d'événement, pas toujours aussi catastrophique, mais ce genre d'événement qui a contribué à semer des inquiétudes dans les milieux de travail qui interagissent avec les véhicules électriques et les batteries lithium-ion. Puis à cet effet, il y a plusieurs ASP. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'acronyme, ça signifie Association sectorielle paritaire, ainsi que la CNESST qui se sont penchés puis qui avaient déjà commencé à travailler sur le sujet. Mais il y avait malgré tout des questions qui restaient en suspens. Et suite à ça, justement, c'est de cette façon que l'IRSST a été approché pour aider à trouver des réponses à ces questions en identifiant, dans le fond, les connaissances les plus pertinentes existantes. J'aimerais vous situer les milieux de travail qui sont concernés dans le cycle de vie d'une batterie ou d'un véhicule électrique. Ça commence par le secteur des mines, donc on parle ici d'extraction minière, l'extraction des matières premières, qui mène à la fabrication de cathodes et d'anodes qui servent à la fabrication de cellules, qui elles-mêmes sont assemblées en modules. Les modules sont assemblés pour ultimement devenir un bloc batterie qui sera intégré dans le véhicule électrique, qui lui sera vendu et utilisé, évidemment, puis entretenu, réparé selon les besoins dans les garages. À la fin de vie utile, c'est-à-dire que quand la batterie n'est plus en mesure de bien faire fonctionner le véhicule électrique, la batterie peut être amenée à vivre une seconde vie. Par exemple, elle pourrait être utilisée pour faire du stockage d'énergie éolienne. Il y a un programme de récupération de batteries de véhicules électriques qui a été instauré en juin 2023 et qui vise en fait à empêcher l'enfouissement des batteries et de favoriser une revalorisation puis pour d'autres usages. Donc, de reprendre certains composants, de réassembler le tout pour que ce soit utilisé encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape de recyclage où vraiment, là, on va aller rechercher les métaux de base qui, idéalement, seront réinjectés dans la fabrication de cathodes et d'anodes. Tout ça dans une perspective d'économie circulaire. C'est sûr qu'en cours de route, sans faire de jeu de mots, mais en cours de route, il peut y arriver un accident. Donc, pas seulement un accident routier, mais ça peut être aussi un accident en usine ou un accident qui survient dans un garage, c'est-à-dire on échappe la batterie, il y a une collision avec un chariot élévateur. Donc, à la suite d'un accident, ça pourrait causer des dommages à la batterie qui pourraient dégénérer en emballement thermique et en incendie, ce qui nécessiterait alors l'intervention des services de sécurité incendie. Ça peut aussi impliquer le remorquage ou le transport spécialisé de marchandises dangereuses. Et cette batterie
accidentée, ben, est-ce que c'est possible de la réparer? Est-ce qu'elle sera revendue, revalorisée ou recyclée? Donc, plusieurs trajectoires possibles pour une batterie qui aurait subi un accident avec dommage ou pas de dommage. Le projet s'est concentré sur les milieux de travail au centre du cycle de vie. En fait, ce sont les milieux de travail qui sont couverts par les 4 ASP qui ont participé au projet. Donc, il s'agit de l'ASFETEM, l'ASP qui couvre le secteur de la fabrication, ici, l'autoprévention, qui couvre le secteur des garages, du remorquage et des centres de démantèlement. L'ASP, l'APSAM, qui couvre le secteur des services incendie, mais aussi de l'entretien et réparation des autobus urbains. Via Prévention, qui couvre le secteur du transport, incluant le transport de marchandises dangereuses, et aussi qui couvre le secteur des autobus, l'entretien et réparation des autobus scolaires. Et évidemment, la CNESST a participé également au projet, mais la CNESST est concernée par l'ensemble des milieux de travail. Donc, voici la démarche du projet. Grosso modo, c'est composé de 5 étapes. La première était de réunir le comité qui était formé de 4 conseillers en prévention, représentant les 4 ASP que je vous ai mentionnés précédemment, une conseillère experte de la CNESST, un chercheur et une professionnelle de recherche de l'IRSST. L'objectif, en fait, le deuxième point, la deuxième étape, excusez-moi, c'était de cibler les besoins de connaissances. La troisième étape, c'était de rechercher dans la littérature scientifique, mais aussi la littérature grise. La quatrième était de décider d'un format de livrable et de produire le livrable pour tenter de répondre aux besoins qui ont été ciblés à l'étape 2. Et finalement, c'était de soumettre le contenu aux commentaires avant que le tout soit transmis au service des communications pour la mise en forme finale. Donc, une fois que le comité a été formé, à la première rencontre, mais aussi il y a eu des échanges tout au long du projet là, avec les membres du comité pour bien comprendre les besoins puis cibler les besoins de connaissances. Et ici, on voit un tableau qui identifie justement les besoins de connaissances selon les milieux de travail. Les milieux de travail étant les fabricants, les garages d'entretien et réparation, les services incendie, le remorquage et les centres de démantèlement. Donc, on peut voir ici à l'unanimité les véhicules électriques et les blocs batteries endommagés, qui ont subi des dommages ou accidentés, c'est vraiment, vraiment une priorité. C'est-à-dire qu'on a vraiment un besoin de connaissances par rapport à ça. Un besoin aussi d'informations sur les risques d'éclat d'arc. Besoin d'informations sur les pratiques d'entreposage de batteries lithium-ion, mais là, les besoins de connaissances étaient variables selon les milieux de travail. On avait aussi besoin de réponses à des questions bien, bien spécifiques. Puis finalement, il y a aussi eu le besoin de manifester, d'avoir une fiche vulgarisée, très imagée sur les risques électriques qui s'adresse directement aux travailleurs. Donc, vous voyez un peu la diversité des besoins de connaissances et la diversité des milieux de travail. La troisième étape était de rechercher dans la littérature en ayant pour objectif de fournir des informations qui soient utiles et provenant de sources fiables. Donc, avec l'aide d'une bibliothécaire du Centre de documentation de l'IRSST, il y a eu des stratégies de recherche qui ont été établies pour trouver de l'information dans la littérature scientifique. La littérature grise, pour les personnes pas familières avec le terme, littérature grise, on entend les normes, les rapports de recherche, des rapports d'études expérimentales, des guides pratiques, ça peut être aussi des magazines spécialisés. Et en plus des recherches dans la littérature, il y a eu des discussions aussi avec des experts, des échanges, comme je vous disais, aussi avec les membres du comité, et aussi une visite industrielle. Le but de la présentation, ce n'est pas de vous détailler la méthodologie. La méthodologie du projet a été intégrée dans le contenu de la foire aux questions. Alors, vous pourrez la consulter par la suite. La quatrième étape était de décider d'un format de livrable, puis évidemment de produire le livrable. Il y a plusieurs avenues qui ont été envisagées. Alors,
Il y a eu des cul-de-sac, on est revenu, on a réfléchi à notre affaire. Et puis finalement, ce qui a été retenu, c'est la réalisation d'une foire aux questions. Parce que 2 raisons principales, c'est que vous avez vu la diversité des besoins de connaissances, puis la diversité des milieux de travail aussi. Donc, la foire aux questions permet finalement de tenir compte de toute cette diversité. Puis surtout, c'est que la foire aux questions, c'est un format agile, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être ajustée, bonifiée dans le temps selon l'évolution des technologies et des connaissances. Et il a été décidé que ce livrable s'adresserait principalement aux conseillères et aux conseillers en santé et sécurité. Je vais vous présenter maintenant l'organisation de la foire aux questions. On va faire un petit survol et tout. C'est que la foire aux questions, en fait, a pris la forme d'un site Internet, un micro-site Internet. Donc, la foire aux questions est divisée en 5 sections. Puis là, je veux que ce soit assez grand pour les personnes dans la salle. Donc, en 5 sections. La première étant la définition, les notions de base. La deuxième porte sur la réglementation et les normes. Là, on s'entend, on est toujours dans le volet santé et sécurité du travail. On n'est pas dans des normes de conception, des choses comme ça, là. La troisième section de la foire aux questions porte sur les véhicules et les batteries en bon état. La quatrième sur les véhicules et les batteries endommagées. La cinquième sur l'entreposage de batteries. Et vous voyez le 5e bloc, en fait, c'est ça se trouve avec la méthodologie. À la fin de la présentation, vous allez avoir l'adresse Internet. En fait, vous la voyez déjà en haut, mais c'est juste pour vous dire que le contenu de la méthodologie n'est pas encore intégré à ce moment-ci. Il va l'être très prochainement, là, probablement la semaine prochaine. En tout et partout, la foire aux questions comporte 80 questions-réponses. Puis vous allez voir qu'il y a certaines réponses qui sont quand même assez étoffées. Voilà. Donc, c'est assez touffu, c'est assez dense comme contenu d'information. Et je voulais juste vous spécifier que la bibliographie se trouve dans le pied de page. Donc, allons-y pour la petite visite guidée. Donc, on arrive ici à la foire aux questions 1. Vous remarquerez à gauche, le bandeau qui est à gauche, qui sert qui est en quelque sorte une table des matières, mais qui sert de repère tout au long de la consultation de la foire aux questions. Je vous amène à 1.1 sur l'emballement thermique. Donc, l'emballement thermique, comme je vous disais, c'est souvent l'origine des événements catastrophes, là, c'est que c'est quand même un phénomène très complexe. Puis, je le résume là, très, très, très brièvement comme étant ceci, c'est que ce sont une série de réactions chimiques exothermiques, c'est-à-dire qui dégagent beaucoup de chaleur et qui sont incontrôlées. Ça démarre au niveau d'une cellule et puis ça se propage finalement d'une cellule à l'autre, puis ensuite d'un module à l'autre. Ça dégage beaucoup de vapeurs inflammables, toxiques, ça peut faire des jets de flammes, ça peut être assez spectaculaire. Et la particularité d'un emballement thermique, c'est que pour arrêter l'emballement thermique, il faut refroidir. Refroidir pour freiner les réactions chimiques. Donc, l'illustration ici, qui est quand même schématisée, illustre la propagation de l'emballement thermique au niveau de la cellule, du bloc batterie et du véhicule et donne un aperçu un peu des durées là, de chacune de l'évolution finalement de l'emballement thermique. Puis, quand un emballement thermique a été contrôlé, donc les réactions chimiques ont été freinées, ça a été suffisamment refroidi, il se peut qu'après quelques heures, et même après quelques jours, que ça reparte de plus belle. Donc, toute l'inquiétude et l'inconnu, finalement, là, de ce qui entoure l'emballement thermique, là, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Vous allez voir dans la foire aux questions que certaines réponses comportent une section plus de détails. Donc, comme ça le dit, il y a certaines précisions qui sont apportées. Et partout dans la foire aux questions, vous allez voir des références. Les références où les informations ont été trouvées. Mais on a décidé de ne pas seulement donner le document de référence, mais d'être plus précis, comme par exemple ici, c'est la référence 4, page 18, puis référence 7, section 2.3, etc. On a pris cette décision parce que, par exemple, la référence 4, si elle comporte 40 pages,
Tu dis, bon, bien, dans le 40 pages, là, où est-ce que cette information-là a été tirée, si on veut aller en savoir un petit peu plus ou connaître le contexte? Eh bien, ça donne précisément là où l'information a été trouvée. Je vous amène à la section 2 sur la réglementation et les normes. Donc, on peut soit défiler ou bien on peut y aller avec la table des matières, le bandeau de gauche. Donc, comme je vous disais, cette section porte sur, évidemment, les réglementations et les normes, mais en lien avec la santé-sécurité. Je vous amène à la question, c'est-à-dire 2.4. Donc, 2.4, est-ce que des normes spécifiques sur la santé et la sécurité du travail concernent les véhicules électriques et les batteries de puissance lithium-ion? Alors, à cette question, on répond. Au Québec, eh bien non, il n'y en existe pas actuellement de normes spécifiques qui concernent la santé et sécurité liées aux véhicules électriques et aux batteries lithium-ion. Mais la CSA est en train d'élaborer présentement 2 normes, dont une sur la manipulation et l'entreposage. Donc, il y a de l'espoir. Dans la foire aux questions, il y a à quelques endroits des liens Internet qui ont été inclus, comme ici. Là, je n'irai pas parce que ça mène vers le site de CSA pour justement savoir un petit peu plus sur cette norme qui est en cours d'élaboration, où est-ce que ça en est, bon, si vous voulez avoir plus de détails. Donc, quelques liens Internet ici et là dans certaines réponses. Alors, au Québec, la réponse était non, mais on s'est quand même intéressé à l'international. Eh bien, oui, à l'international, il existe des normes qui sont spécifiques à la santé et sécurité et qui sont liées aux véhicules électriques et aux batteries lithium-ion. Entre autres, en France, il y a 2 normes qui portent surtout sur la prévention des risques électriques quand il y a des interventions sur les circuits haute tension ou sur les batteries de véhicules électriques. Il y en a aussi qui portent sur l'entreposage des batteries lithium-ion, sur l'entretien des véhicules électriques, puis il y en a même une sur le secteur manufacturier. Voilà. Je vous amène maintenant à la FAQ 3. Comme je vous dis, là, c'est vraiment un survol, puis vous avez des heures de plaisir en vue de lecture et d'apprentissage. Donc, la foire aux questions 3, elle porte sur les véhicules et les batteries en bon état. Elle est divisée en 2 sections, donc l'identification des risques et le contrôle des risques. Dans le contrôle des risques, c'est divisé en milieu de travail. Donc, quand on parle de véhicules électriques et de batteries lithium-ion en bon état, ce sont surtout les garages et les concessionnaires, puis le secteur manufacturier qui sont concernés. Donc, c'est pour ça qu'il y a seulement ces 2 milieux de travail-là. Je vous amène au garage et concessionnaires. Donc, chaque section de contrôle des risques par milieu de travail débute par la hiérarchie, vous voyez ici le schéma, là, la hiérarchie de l'efficacité des moyens de contrôle. Je vous donne un exemple. Par exemple, la formation, qui est à ce niveau-ci, bien, c'est plus efficace en termes de moyens de prévention que les équipements de protection individuelle. Mais c'est sûr que ça prend quand même une combinaison de moyens de prévention ou de contrôle pour arriver à réduire le risque à un niveau acceptable. Je vous donne l'exemple de celui qui est tout en haut, en fait, là, la désactivation de la haute tension. C'est que, en fait, je voulais juste vous dire que, justement, il y a cette hiérarchie et les questions-réponses qui abordent les différents moyens de prévention et de contrôle sont présentées dans l'ordre de la hiérarchie. Donc, tout en haut, on trouve la désactivation de la haute tension. Donc, je vous amène à la section 3.8, à la question 3.8, c'est-à-dire comment désactiver la haute tension avant le début des travaux. J'y vais doucement pour ne pas vous étourdir. Donc, 3.8, comment désactiver la haute tension avant le début des travaux? Bien, la réponse, elle aurait pu s'arrêter à, suivez la procédure du manufacturier, puis ça s'arrête là, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, on suit la procédure qui a été élaborée par le manufacturier. Maintenant, il y a eu la volonté d'en donner un peu plus, à savoir à quoi ça peut ressembler une procédure de désactivation complète. Et à cet effet, parce qu'il n'y a pas de procédure universelle. Donc, chaque manufacturier, même par modèle, ça peut changer les procédures de désactivation. Donc, il y a 3 exemples qui ont été fournis.
ça débute avec un exemple, un début générique. Puis après ça, 3 exemples de procédures de désactivation complète qui ont été fournis dans cette réponse. Donc, ça fait une réponse quand même assez étoffée. D'ailleurs, je remercie pour cette réponse Simon Lupien, qui est ingénieur électrique et enseignant au Cégep de Saint-Jérôme, qui a vraiment aidé à bonifier cette réponse. C'est sûr qu'une procédure de désactivation complète, c'est pas nécessaire quand on veut changer les pneus ou changer les essuie-glaces. Mettre à off, éloigner la clé sans contact à une certaine distance ou la cadenasser dans une boîte peut être suffisant. Mais dès qu'il y a des interventions à faire de près ou de loin sur des composants haute tension, il faut absolument appliquer une procédure de désactivation. Et à la fin de toute cette réponse, eh bien, en plus, il y a une section plus de détails et qui donne des commentaires, finalement, sur les exemples qui ont été fournis plus haut. Là, je voulais vous amener à la... Ah oui, c'est ça. Donc, si on descend dans la hiérarchie, par exemple, la question 3.10, ou plutôt, excusez-moi, je voulais vous amener sur la 3.13. Pourquoi et quand doit-on utiliser des outils isolés? Alors, la question 3.13. Bon, on peut déployer la réponse, mais c'est que là où je voulais attirer votre attention, c'est que il y a certaines réponses qui sont répétées dans différentes sections de la fois aux questions. Par exemple, cette réponse, là, on est dans le secteur garage et concessionnaire. Hein, le petit bandeau à gauche nous permet de se situer, si on ne se souvient plus où est-ce qu'on était rendu. Donc, cette réponse est dans la section garage et concessionnaire, mais vous allez la retrouver, cette question-réponse, aussi dans le secteur manufacturier. Pourquoi et quand doit-on utiliser des outils isolés? Mais on voulait que chacun des milieux de travail soit comme un peu indépendant, qu'on trouve toutes les questions-réponses relatives au milieu de travail qui concernent l'électrice ou les lecteurs. Bon, je vous amène maintenant à la FAQ 4 sur les véhicules et les batteries endommagées. Donc, la FAQ 3 comportait 20 questions-réponses et celle-ci en comporte 50. Donc, vous trouvez 50 questions-réponses dans la FAQ 4. Dans la section identification des risques, en fait, c'est divisé comme la FAQ 3, c'est-à-dire qu'il y a une section identification des risques et une section contrôle des risques. Dans la section identification des risques, ici, on traite 3 types de risques. Risques électriques, les risques d'incendie et d'emballement thermique et les risques chimiques. Puis dans la section contrôle des risques, on traite 4 milieux de travail, les services de sécurité incendie, le remorquage, les garages et les ateliers qui reçoivent les véhicules accidentés et le secteur manufacturier. J'aimerais vous donner un premier exemple. Dans risque électrique, la première question. Peut-on subir un choc électrique en entrant en contact avec le châssis d'un véhicule électrique accidenté? Donc, un véhicule a subi un accident, il est amoché. Est-ce que si je touche le châssis, j'ai un risque de subir un choc? C'est une question qui préoccupait beaucoup les premiers répondants, entre autres. Donc, ici, on va trouver une réponse succincte, c'est-à-dire une réponse courte. On a tenté de faire ça le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident. Mais quand c'était possible, de fournir une réponse courte, mais vous allez dans la section plus de détails et finalement, là, c'est beaucoup plus étoffé, à savoir que là, dans le fond, on a fait un petit résumé des informations qui ont été trouvées avec les références qui se rapportent aux sources d'informations qui ont été trouvées. Parce que, dans le fond, le risque nul n'existe pas, mais il s'agit d'un risque très faible. Et pourquoi on arrive à cette conclusion-là? Bien, c'est après avoir lu beaucoup de documents sur le sujet. J'aimerais maintenant vous amener au risque d'incendie ou d'emballement thermique. Donc ici, on a 4 questions-réponses. Je ne passerai pas au travers, mais il y en a une sur les causes, sur les sources de dommages, sur comment évaluer sur le terrain le risque qu'un emballement thermique se produise ou reprenne après avoir été contrôlé, puis aussi une question sur l'influence du niveau de charge sur le risque d'emballement thermique. Dans le contrôle des risques, donc il y a 4 milieux de travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'aimerais vous donner un exemple pour chacun des milieux de travail. Donc,
Dans le service de sécurité incendie, j'aimerais vous amener à la question 4.24. C'est sûr que tout ça, c'est des choix du chef un peu stratégiques pour la présentation. La question 4.24, est-ce que les couvertures anti-feu sont efficaces? Bon, ça, c'est une grosse question qui peut aussi... Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé chercher, dans le fond, l'information pertinente et il n'y a pas de oui absolu, il n'y a pas de non absolu. Donc, la réponse est que oui, il y a certains avantages à utiliser une couverture anti-feu. Ça peut être efficace dans certains cas. Par exemple, si on se trouve, un véhicule électrique prend en feu et l'origine est le bloc batterie, donc ça va être difficile à contrôler. Cet incendie-là, on ne voudrait pas qu'il se propage à, par exemple, d'autres voitures électriques qui sont stationnées tout près ou bien à des matières combustibles. Donc, la couverture anti-feu peut contribuer à limiter la propagation du feu. Puis aussi, elle peut aider à réduire les émissions de fumée et de gaz. Mais elle ne permet pas d'éteindre un feu. Elle doit être combinée à des techniques d'extinction. Puis aussi, quand on retire la couverture, il y a certaines précautions à prendre parce qu'il pourrait y avoir une certaine accumulation de gaz ou de vapeur qui soit formée sous la couverture. Ici, c'est un exemple parfait pour vous dire que la foire aux questions, justement, va être appelée à être bonifiée, puis est un format qui justement, favorise ça. Parce que j'ai pris connaissance récemment d'une publication scientifique qui est parue au début de 2024, là, et je n'ai pas pu intégrer l'information encore, mais ultérieurement, cette foire aux questions va être bonifiée, cette réponse-là en particulier, par les informations de cette nouvelle publication scientifique, qui a fait une étude pour comparer les couvertures anti-feu au niveau du textile, de l'épaisseur, par rapport à leurs caractéristiques pour est-ce qu'elles sont efficaces pour résister à la chaleur, pour empêcher les gaz et les fumées de s'échapper, puis aussi de résister aux projections puis aux jets de flammes que peut causer un emballement thermique. Donc, l'information de cette publication-là pourra être intégrée pour justement informer sur, il y a effectivement des textiles beaucoup plus efficaces que d'autres au niveau des couvertures anti-feu. Dans certaines réponses, vous allez aussi voir des liens Internet vers des sites commerciaux. Évidemment, l'IRSST n'a aucun parti pris, mais on trouvait ça intéressant pour fournir du visuel, en fait, aux lectrices et aux lecteurs pour certains sujets. Je vous donne maintenant un exemple pour le remorquage. Alors, pour le remorquage, j'ai choisi la question 4.31. Comment intervenir sur un véhicule immergé? Parce que, intuitivement, on pense électricité, eau ne font pas bon ménage, égale danger. Mais dans le cas d'un véhicule électrique, non. Je ne veux pas lire la réponse nécessairement, mais non, il n'y a pas de... Par exemple, un véhicule électrique qui a été immergé suite à une inondation, mais il n'y a pas de risque de subir un choc. Et là, il y a plusieurs sources d'informations qui sont très affirmatives sur le fait qu'il n'y a pas de danger. Un exemple concernant les garages et les ateliers qui reçoivent les véhicules accidentés. Donc, la première question, c'est comment entreposer temporairement, question 440, comment entreposer temporairement des véhicules en panne ou accidentés? C'est juste pour vous montrer que les réponses ne sont pas toutes sur le même format. Ça dépend des informations qui ont été trouvées, puis comment on s'est dit que ça serait le plus utile, comment ça pourrait être présenté de la façon la plus utile pour les lectrices et les lecteurs. Donc, dans ce cas-ci, la réponse est contenue dans deux tableaux. Un premier tableau qui présente les critères d'évaluation pour savoir est-ce que le véhicule, on va le stationner de façon ordinaire ou on va faire une mise en sécurité. Donc, selon les critères, si on arrive à la conclusion qu'il faut une mise en sécurité, eh bien, le tableau 2 donne toutes les pratiques recommandées pour réaliser cette mise en sécurité. Donc, ça concerne le lieu d'entreposage temporaire, l'aération, l'affichage, la désactivation de la haute tension, etc. Le dernier secteur, le dernier milieu de travail, en fait, le secteur manufacturier.
J'ai choisi la réponse 4.47 parce que ça, c'est la question qui tue. Que doit-on faire avec une cellule, un module ou un bloc batterie ayant subi un choc? Dans le secteur manufacturier, c'était pas facile de trouver de l'information vraiment adaptée au secteur manufacturier. Mais quand même, on a réussi à trouver des sources d'information, des éléments qui pouvaient aider à prendre des décisions puis mettre en pratique certaines choses pour faire face justement à une cellule ou un module qui a été échappé, frappé par un chariot élévateur, par exemple. Donc, alors c'est ça. Donc, il y a certains éléments qui ont été trouvés et qui sont présentés dans la réponse. Finalement, on arrive la dernière section, la FAQ 5, sur l'entreposage des batteries. Et ça aussi, il n'y a pas de réglementation précise fournie par la CNESST sur l'entreposage de batteries lithium-ion spécifiquement. Mais on a réussi à trouver quelques sources d'informations pour présenter, dans le fond, des règles de l'art général, des moyens de prévenir les contacts et les courts-circuits lors de l'entreposage, comment prévenir l'emballement thermique avec quelques stratégies justement d'entreposage, puis comment contrôler la propagation puis les émissions de fumée si jamais un emballement thermique se déclenche ou un incendie se déclare. Voilà, ça fait le tour un peu, comme je vous dis, là, c'est vraiment un survol hyper rapide avec le choix de quelques exemples, mais ça complète dans le fond la portion de la visite du site. C'était pour vous donner un petit aperçu. Donc la 5e étape du projet était de soumettre le contenu aux commentaires, mais évidemment, ça a été fait avant la mise en forme par le service des communications, là, sous forme de site Internet. Donc, ça a été soumis pour commentaires aux membres du comité, à 2 lecteurs externes et ainsi qu'à des collègues de l'IRSST. Au bout de tout ça, en fait, il y a quand même des besoins de connaissances qui ont été partiellement comblés par la foire aux questions. Il y a encore des questions, des points là, qui restent, qui méritent plus de précision, qui pourraient être bonifiés dans le temps, entre autres au niveau de l'entreposage dans le secteur manufacturier, au niveau des éclats d'arc aussi. Tout ce qui entoure la détection précoce d'emballement thermique, là, vraiment, là, quand on parle de détection précoce, sur le terrain, dans les milieux de travail, ça aussi, il y a beaucoup de choses là, qu'il faudrait, en tout cas, qu'on aimerait trouver, des réponses à des questions qu'on aimerait trouver, et tout ce qui entoure aussi l'évaluation de l'état de sécurité, à savoir, à suite à l'accident, est-ce que la batterie est susceptible de revenir en emballement thermique ou non? Est-ce qu'elle est suffisamment sécuritaire pour que le véhicule retourne sur la route? Alors, ça aussi, il y a quand même beaucoup de questionnements là-dessus dans la recherche et dans les documents qui ont été trouvés. Il y a 2 volets qui n'ont pas du tout été explorés, soit le secteur des mines, et ça inclut l'utilisation des véhicules électriques dans les milieux souterrains. Puis, tout l'aspect seconde vie, donc toute la revalorisation, le recyclage, la réutilisation des batteries en fin de vie, tout ce volet-là n'a pas du tout été approché dans la foire aux questions. J'aimerais terminer la présentation en remerciant les partenaires, les participants au comité de travail, donc l'APSAM, la SFETEM, l'autoprévention, VIA Prévention, ainsi que la CNESST. Puis j'aimerais aussi remercier les experts avec qui on a eu, en fait, tout le monde, des discussions, des échanges fort intéressants. Merci aussi aux lecteurs externes, aux collègues de l'IRSST, et un gros merci à l'équipe des communications pour avoir mis en forme ce site Internet qui est quand même très convivial et qui est le fun finalement à consulter.
L'adresse Internet se trouve au bas de l'écran. Il y a des petits ajustements, des petits trucs là, qui vont peut-être être ajustés dans les prochaines semaines encore là, dans la foire aux questions. Puis, comme je vous disais, le contenu de la méthodologie va être intégré la semaine prochaine. Mais dès maintenant, dans le fond, vous allez pouvoir consulter la foire aux questions à l'adresse véhicule électrique au singulier.irsst.qc.ca.